Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va enchaîner notre deuxième séance de cet après-midi. Je vois que la majorité des médecins, je crois qu'ils sont au bord de la piscine. Je vais les chercher. Non? On peut. C'est pas grave. Donc, il faut profiter de notre présence à Tarazout, la science et la piscine et la mer. Donc, il sera avec nous le professeur Mariam Bourkia, professeur de médecine interne et de gériatrie au CHU, à la faculté de médecine et pharmacie de Tanger, et chef de service de médecine interne et gériatrie au nouveau CHU de Tanger, le magnifique CHU qui a été inauguré par Sa Majesté il y a peu de jours. À vous la parole, Oustada Mariam Bourkia. Donc le sujet, c'est la prise en charge des troubles du sommeil chez le sujet âgé. Micro, la régie. Activez le micro, s'il vous plaît. Ça marche. Merci beaucoup. Je tiens à remercier donc le bureau de FG Maroc de m'avoir invité et d'être parmi vous. Je représente donc bien sûr le CHU de Tanger et la faculté de médecine pharmacie de Tanger, mais je représente aussi la société marocaine nouvellement créée il y a presque une année de gériatrie et de gérontologie. Alors le but d'aujourd'hui, c'est de parler des troubles du sommeil chez le sujet âgé. Quelle est la place du médecin généraliste dans la prise en charge de cette affection? Alors les troubles du sommeil chez le sujet âgé, vous le savez, ils sont fréquents. Donc en ordre de grandeur, parce qu'il n'y a pas d'études dans notre pays, c'est 25% chez les sujets de plus de 65 ans, et ça se multiplie par 2, ça peut aller jusqu'à 50% chez les patients âgés de plus de 75 ans. C'est une fréquence qui est sous-estimée parce qu'on considère qu'un sujet, lorsqu'il vieillit, il a une sénescence du système neurologique et que le trouble du sommeil, l'insomnie, les plaintes sont quelque chose qui sont habituels. Alors le problème de ces troubles de sommeil, c'est qu'elles ont des conséquences qui sont graves, qu'il faut connaître. Les premières, c'est sur le plan du sujet âgé, c'est l'augmentation du risque de chute. Et on sait tous que le risque de chute est corrélé à l'apparition d'une fracture de hanche et également à la mortalité. Il y a été démontré également que lorsqu'il y a des troubles du sommeil, il y a un déclin cognitif chez les patients âgés. Actuellement, des études qui ont été publiées à partir de 2020 à 2022 et encore cette année ont montré que lorsqu'il y a un trouble du sommeil, il y a des plaques d'amylose qui se déposent sur le cerveau et on sait que c'est un des mécanismes physiopathologiques à la base de la maladie d'Alzheimer. Et on sait aussi que lorsqu'il y a des troubles du sommeil, eh bien ça augmente la dépression, en particulier chez le sujet âgé, et la dépression aussi a une morbidité et une mortalité qui lui est conséquente. Alors prendre en charge un sujet âgé qui a un trouble du sommeil, le premier objectif, c'est essentiellement de faire un bon interrogatoire, de chercher des comorbidités qui peuvent être associées et surtout de reculer un maximum l'utilisation des traitements que sont les somnifères, les benzodiazépines et également les hypnotiques. Et on va voir, vous en avez tous entendu parler, qu'il y a une dépendance à ces médicaments, en particulier, vous les avez vus, aux États-Unis, et il faudrait à ce moment-là essayer de les prescrire à bon escient. Alors les stages du sommeil chez le sujet âgé, vous savez qu'il y a le sommeil léger, le sommeil modéré, le sommeil profond, et il y a le sommeil paradoxal où on rêve et on se relaxe et où bien sûr, c'est ce qu'on appelle un sommeil réparateur. Alors chez le sujet âgé, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le sommeil profond, on en a de moins en moins. Le sommeil paradoxal également, c'est diminué et le patient qui est âgé a beaucoup plus de sommeil qui est léger. On constate également qu'il y a une diminution de l'amplitude du rythme circadien, c'est-à-dire que le sujet âgé, eh bien, il va s'endormir un peu plus tard que d'habitude. Et d'ailleurs, comme vous le savez, en général, avec sa famille, ils veulent dormir. Lui, il est encore en train de regarder la télé. Il est toujours encore actif à 23h, minuit, 1h du matin. Et on constate également que le sujet âgé se réveille de façon beaucoup plus précoce par rapport au reste de sa famille. Et il faut toujours faire attention parce que lorsqu'un patient vous dit qu'il se réveille précocement, il faut aussi regarder à quelle heure il s'est mis au lit et à quelle heure il a dormi. Pour pouvoir, et on va le voir dans l'agenda de sommeil, pouvoir vraiment s'assurer qu'il s'agit d'un réveil précoce. Donc, la qualité du sommeil est altérée chez le sujet âgé. On dort
moins, mais on dort moins bien. Également sur la fréquence et la durée des éveils qui sont augmentés chez le sujet âgé. Il y a également une fréquence en ce qui concerne, on le voit bien, les siestes. Le sujet âgé, après le repas de midi, a tendance à faire une petite pause de 30 minutes. Et on va voir que ces pauses peuvent être délétères dans dans le rythme circadien du sommeil. Et puis, bien sûr, il y a également des périodes de somnolence, surtout diurnes, qui peuvent entraver l'activité habituelle du patient. Alors, la première consultation en médecine générale. Vous avez un patient qui vient vous voir parce qu'il a en fait une plainte relative au sommeil. Docteur, je ne dors pas bien, je dors mal. Eh bien, il faut savoir différencier entre ces plaintes qui peuvent être purement fonctionnelles et essayer, à la première et deuxième consultation, d'identifier s'il y a réellement une vraie maladie du sommeil. Laquelle maladie du sommeil va nécessiter un dépistage et une prise en charge qui est adéquate. Donc à ce moment-là, il faut le savoir que le trouble du sommeil, eh bien, a un retentissement. Ce retentissement se fait aussi bien sur le plan somatique, sur le patient, avec apparition de comorbidité ou de déséquilibre de comorbidité qui était présente, mais également avec une altération psychique, troubles cognitifs et également de l'environnement socio-affectif du patient. Donc, il va falloir interroger le patient. Il faut interroger également sa famille parce que des fois, c'est la famille qui va apporter, qui a constaté en fait l'événement. Et puis, il va falloir créer ce qu'on appelle chez le patient un agenda du sommeil. Et bien sûr, dépister la somnolence. Donc, l'agenda du sommeil, c'est ce qu'on doit donner à la première consultation. En médecine générale ou chez médecine spécialisée, le patient va avoir ce petit guide qu'il doit remplir au fur et à mesure pendant à peu près 15 jours à 3 semaines où il va écrire l'heure à laquelle il dort, l'heure à laquelle il se réveille, combien il fait de somnolence, quelle est son activité, quels sont les médicaments qu'il a pris éventuellement au cours de cette période. Et puis, pour s'assurer en premier lieu qu'il y a vraiment un trouble du sommeil et une plainte qui est avérée. Par la suite, eh bien, on peut utiliser le questionnaire d'Epworth. Eh bien, c'est un questionnaire qui a une sensibilité, une spécificité excellente et qui permet de dépister la somnolence diurne. Et donc, le patient, c'est une auto-remplissage par le patient que vous pouvez lui donner. Et donc, ça sert à évaluer est-ce que le patient s'endort au cours de la journée. Il doit vous répondre. Et en fait, la probabilité élevée est cotée à 3 et la probabilité faible est cotée à 1. Et on laisse le patient répondre. Il faut que vous sachiez que c'est utilisable et même après médication chez le patient pour pouvoir suivre éventuellement l'amélioration sur la somnolence. Alors, est-ce qu'il est assis en train de lire et qu'il est dormi? Est-ce qu'il était en train de regarder la télévision lorsqu'il a fermé les yeux? Est-ce qu'il était dans une voiture? Il était en train de rouler quand il a éventuellement il a fait une petite sieste? Il était allongé l'après-midi? Est-ce qu'il était assis tranquillement chez lui après un repas? Et en fonction de cela, on va remplir le questionnaire. Lorsque vous avez un questionnaire qui est supérieur à 9, eh bien, ça veut dire que vous avez un trouble, probabilité d'une trouble réel du sommeil qui va nécessiter, bien sûr, eh bien, un diagnostic et une prise en charge. Quels sont les troubles du sommeil les plus fréquents? Il y en a énormément, mais les plus fréquents, en particulier chez les sujets âgés, en premier lieu, c'est l'insomnie. On va y revenir. On va parler également de troubles respiratoires du sommeil qui sont en particulier pris en charge par nos confrères pneumologues. Il y a les mouvements anormaux du sommeil et on finira par les troubles du rythme circadien et en parlant de l'interaction entre maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson et bien sûr troubles du sommeil. Alors l'insomnie, il faut différencier deux types. Il y a l'insomnie aiguë, moins de 3 mois, et l'insomnie chronique qui est plus de 3 mois. L'insomnie aiguë est jusqu'à preuve du contraire une insomnie réactionnelle, c'est-à-dire qu'il y a eu un diagnostic difficile, une annonce difficile, un conflit familial qu'il faut rechercher, et donc il faut pousser au plus loin la prescription de médicaments, que ce soit les benzodiazépines ou éventuellement les hypnotiques. Il faut trouver une cause. L'examen somatique est important parce que vous pouvez trouver une tumeur, éventuellement, qui est responsable d'une insomnie chez le patient. L'insomnie chronique et l'insomnie qu'on en trouve énormément chez le sujet âgé, cette insomnie s'accompagne dans plus de 80% d'une comorbidité somatique ou psychiatrique. Donc, examen physique, bien sûr, et en particulier des comorbidités cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que psychiatriques. Et en fait, eh bien, vous allez voir que chez le sujet âgé, ça peut, cette insomnie chronique, révéler une maladie neurodégénérative, ça peut révéler une dépression, une anxiété. Chez les sujets âgés, la dépression est masquée,
elle n'a pas les caractéristiques que l'on retrouve chez un sujet jeune, il faut savoir la rechercher. Toute plainte d'insomnie chronique, eh bien, nécessite d'évaluer la recherche d'une dépression, d'une angoisse. Il y a bien sûr ce que je vous ai mis, le questionnaire HAD, qui est téléchargeable sur Internet. Il existe également dans les smartphones en tant que, j'allais dire, tableur, et ça vous permet, bien sûr, de traiter ces patients. Ça ne sert à rien de traiter et de prendre en charge un patient pour l'insomnie s'il a une dépression, une angoisse, une anxiété généralisée qui n'est pas bien pris en charge. Il faut rechercher les maladies pulmonaires chroniques obstructives, et on va y revenir dans les maladies respiratoires, car la dyspnée, la douleur thoracique sont des facteurs d'insomnie chronique, en particulier chez les sujets âgés. Et puis, bien sûr, on va en parler, c'est important de le savoir, l'insomnie peut être liée aux effets secondaires, et en particulier chez le sujet âgé, où il y a une grande interaction médicamenteuse, et la iatrogénie est à surveiller. En ce qui concerne les sujets âgés, eh bien, lorsqu'ils sont en perte d'autonomie, c'est un syndrome gériatrique malheureusement de plus en plus fréquent, eh bien, ces patients s'isolent, ils sont chez eux, et des fois, ce sont des patients qui sont confinés au lit, ou qui ont des difficultés à se mouvoir, qui ont besoin d'une aide pour aller aux toilettes, eh bien, pour manger, et cela est une source de stress, génératrice, bien sûr, d'insomnie chronique chez eux, qu'il faut savoir, bien sûr, diagnostiquer. La gravité de l'insomnie, c'est qu'elle se complique de troubles de la vigilance. Elle se complique de troubles de l'attention, de chute, comme on l'a dit, de la concentration et de la mémoire. Les performances psychomotrices diminuent chez le sujet âgé, d'autant plus qu'il dort mal. Et bien sûr, ceci va faire en sorte qu'il va y avoir une boucle et que le patient qui emporte, lui aussi ne va toujours pas bien dormir. Ça donne aussi, bien sûr, une augmentation de la consommation de drogue et d'alcool et une augmentation de la mortalité telle qu'a été reportée dans des études en médecine gériatrique. Alors, que faut-il faire devant l'insomnie chez un sujet âgé? Premièrement, éviter au maximum d'utiliser les traitements médicamenteux. Donc, il faut une hygiène du sommeil, et j'insiste particulièrement. C'est chronophage, mais c'est très important de pouvoir éduquer le patient et sa famille. La première des choses, c'est l'ensoleillement. Il faut que le sujet âgé garde un contact à l'extérieur pour ne pas rester chez lui, parce que l'ensoleillement, permet, en fait, de diminuer les troubles du rythme circadien chez le sujet âgé. Il faut qu'il exerce une activité physique. On prône l'activité physique. Il faut que le sujet âgé marche et conserve son autonomie au maximum. Il doit dormir à une heure fixe et se réveiller à une heure fixe. Il faut essentiellement respecter le rythme du soleil. Autre chose aussi, n'aller au lit, et c'est ce qu'il faut conseiller aux patients, qu'au moment de dormir. Essayez de rester le plus longtemps dans le salon ou assis sur une chaise et n'aller au lit qu'au moment où il a envie de dormir. Maintenant, c'est vrai, comme l'a dit votre collègue, si le patient est confiné, malheureusement, dans les stades où les patients sont alités et ne bougent pas, c'est une manœuvre qui, bien sûr, n'aura que peu d'effet. Alors aussi, il faut falloir contrôler tous les stimuli, l'environnement du patient. C'est-à-dire qu'à partir de l'heure où il va dormir, il va falloir diminuer la lumière, diminuer, vous le savez bien, l'éclairage bleu des smartphones, des télévisions. C'est très facile pour les sujets âgés, on les laisse devant la télévision pendant que nous, on fait nos activités. Eh bien, c'est générateur d'insomnie chez les patients. Diminuer le bruit. Il y a des patients âgés qui, lorsqu'il y a chez les voisins, ils ne peuvent pas dormir. Et favoriser, bien sûr, l'obscurité, comme je l'ai dit. En plus, alors il faut limiter la sieste. Autant que possible, la sieste devrait avoir lieu avant 15 heures pour pouvoir essayer par la suite de dormir à une heure qui soit raisonnable. Sinon, il va décaler, comme c'est le cas, son sommeil à beaucoup plus tard. Il faut limiter les stimulants, donc la caféine, le thé, les jus, en fin d'après-midi pour pouvoir faciliter cela. Maintenant, si ça ne marche pas, eh bien, on peut avoir recours, bien sûr, à la psychologie et aux thérapies cognitivo-comportementales. C'est essentiellement dans l'insomnie chronique, lorsque vous avez un échec des mesures d'hygiène et également lorsqu'il y a une dépendance aux hypnotiques, et on va les voir, et que vous ne pouvez pas, malheureusement, sevrer le patient en ces molécules. En quoi consiste le traitement pharmacologique de l'insomnie? La première chose qu'il faut savoir, eh bien, c'est deux classes thérapeutiques qui sont les benzodiazépines et les hypnotiques non benzodiazépiniques. Ils posent deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème de dépendance. C'est-à-dire qu'il est difficile d'arrêter parce que dès qu'on arrête, il y a les phénomènes rebonds. Donc le patient se replaint d'insomnie et des fois, il peut aller se faire automédiquer et il vient vous voir avec une urgence pressante de reconduite de son ordonnance.
Le deuxième problème, c'est les interactions médicamenteuses avec beaucoup de médicaments que prend le patient, que c'est un patient en général qui est atteint de pathologies cardiovasculaires et respiratoires. Alors là, on va le voir par la suite, il faut donner ces médicaments dans la durée la plus courte possible. Donc, les recommandations disent de ne pas dépasser 4 semaines dans la prescription. Après 4 semaines, petite dose, et si possible, pas tous les jours, 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3, pour pouvoir améliorer la qualité du sommeil chez le patient, et par la suite, un sevrage progressif sur plusieurs semaines à plusieurs mois. Mais comme vous le voyez, même ces molécules ont beaucoup d'effets secondaires, risque de chute, fracture de hanche, troubles respiratoires. Alors lorsque vous voulez prescrire ces médicaments chez un patient qui ne dort pas, qui est insomniaque, il est obligatoire d'aller chercher les troubles respiratoires du sommeil, qu'on va voir par la suite, qui sont les deuxièmes types de troubles les plus fréquents chez le sujet âgé. Pourquoi? Parce que ces molécules vont aggraver ces troubles respiratoires, et le patient, s'il a une apnée, eh bien ça va aggraver sa symptomatologie avec une mortalité qui est importante. On peut aussi utiliser des antidépresseurs qui ont une action hypnotique. En pratique, on les utilise. Maintenant, la dernière revue, méta-analyse de Cochrane faite en 2018, qui dit qu'ils n'ont pas d'effet. Mais malgré ça, les prescriptions sortent parce qu'on est démunis face à nos patients qui sont derrière nous et on prescrit, bien sûr, la myocérine éventuellement comme traitement. Ça donne comme effet secondaire l'hypotension orthostatique. Et vous savez déjà que les patients âgés, ils ont tendance à faire de l'hypotension orthostatique et à chuter. Donc il va falloir, quand on les prescrit, être au courant de cet effet secondaire et faire des mesures accompagnatrices du sujet. Il se lève progressivement, pas tout de suite du lit, il s'aide avec une canne, il fait très attention pour ne pas avoir, bien sûr, à tomber. Et lorsqu'il tombe, il fait, bien sûr, sa fracture. Alors, un des traitements phares, c'est d'utiliser la mélatonine à la dose de 2 mg par jour. Cette mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, comme on le dit. Eh bien, elle marche très très bien. Dans les cas d'insomnie, il n'y a pas d'effet secondaire, très peu d'interactions médicamenteuses et c'est un bon outil dans ces cas-là. Il y a également non commercialisé dans notre pays des nouvelles molécules qui sont les agonistes, bien sûr, des récepteurs de la mélatonine, c'est-à-dire qui activent ces récepteurs et qui permettent aussi, bien sûr, d'améliorer le confort du patient. Alors, les indications sont les suivantes. En cas d'insomnie aiguë, il faut privilégier les mesures d'hygiène du sommeil, chercher l'événement et traiter l'événement. Infection respiratoire, décompensation de BPCO, insuffisance cardiaque, deuil familial, etc. Et puis par la suite, si on ne peut pas, on introduira les benzodiazépines et les hypnotiques pour maximum 1 mois. Lorsque nous sommes devant une insomnie chronique, eh bien, il va falloir dépister en premier lieu les comorbidités, examen cardiovasculaire, respiratoire très très important et également dépister, comme on l'a dit, la dépression et l'anxiété. Par la suite, bien sûr, en accompagnement, toujours conseiller les mesures d'hygiène du sommeil. J'insiste particulièrement sur l'ensoleillement et sur le respect de l'heure du sommeil. Si c'est en échec, on peut prescrire la thérapie cognitivo-comportementale ou les antidépresseurs. La deuxième catégorie après l'insomnie, ce sont les troubles respiratoires du sommeil. Actuellement, c'est ce qui fait le boom actuellement dans la médecine gériatrique et les troubles du sommeil, mais également en pneumologie, parce que on s'est rendu compte, eh bien, que qui dit trouble respiratoire du sommeil dit polypathologie. Et on sait déjà que le sujet âgé est un sujet âgé polypathologique. Alors, il faut que vous y pensiez aux troubles respiratoires du sommeil, même si le patient n'a pas de trouble du sommeil. Tout patient diabétique, hypertendu, ayant une insuffisance cardiaque, un AVC, une obésité, un syndrome métabolique, vous devez éventuellement penser aux troubles respiratoires du sommeil. Et ces troubles respiratoires, c'est essentiellement ce qu'on appelle le syndrome d'apnée d'hypopnée obstructive du sommeil, le SAOS, et il y a également le syndrome d'hypoventilation pendant le sommeil. Alors, ça consiste en quoi? C'est le patient, pendant qu'il dort, il fait des apnées ou des hypopnées pendant le sommeil. Donc, il va désaturer, et cette désaturation, bien sûr, peut, dans certains cas, des fois, entraîner le décès, mais elle est responsable d'une morbidité neurologique et cardiovasculaire. Donc, ça veut dire que si vous trouvez ce genre de pathologie, eh bien, il va falloir adresser le patient chez le pneumologue ou le cardiologue pour dépister éventuellement une comorbidité. À l'interrogatoire, comment est-ce qu'on va le suspecter? Vous avez la notion de ronflement 3 croix.
Donc c'est toujours le mari, le compagnon, la femme qui dit ah, j'ai mon conjoint qui ronfle. Le ronflement est très présent dans le syndrome d'apnée du sommeil. Sensation d'étouffement, sensation d'agitation nocturne. Il n'arrête pas de bouger. Somnolence diurne que vous avez pu évaluer tout à l'heure par le score d'Epworth. Une icturie, il se lève à chaque fois alors qu'il n'y a pas de problème de prostate. Des céphalées qu'on n'explique pas chez un sujet âgé. Ceci doit vous faire penser au syndrome d'apnée du sommeil. Et comme je l'ai dit, ça peut être soit une anomalie anatomique des voies aériennes supérieures, comme un micrognatisme, comme ça peut être bien sûr le syndrome métabolique et l'obésité androïde. Il a été démontré qu'il y a une relation intime, linéaire, entre l'existence d'un syndrome d'apnée du sommeil et la perte cognitive, entre l'aggravation du syndrome d'apnée du sommeil et l'aggravation des fonctions cognitives. Ça veut dire aussi que si on trouve un syndrome d'apnée du sommeil chez un sujet jeune, il faut le traiter pour qu'il ne perde pas ses neurones. Alors, tout syndrome d'apnée du sommeil doit être référé vers un spécialiste du sommeil. Au Maroc, actuellement, les spécialistes du sommeil, ce sont les pneumologues, les neurologues, mais il y a également quelques internistes, des gériatres et des médecins généralistes qui se forment. Il y a actuellement des diplômes universitaires dans chaque CHU concernant la pathologie du sommeil, car elle est polyvalente et permet, et bien sûr, elle est à l'embranchement de plusieurs, bien sûr, disciplines médicales. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour dépister le syndrome d'apnée du sommeil? Vous faites ce qu'on appelle le questionnaire STOP-BANG. Alors le questionnaire STOP-BANG, STOP, c'est l'acronyme pour dire ronflement, snoring, tiredness, c'est la fatigue, observed you stop breathing, c'est le compagnon qui dit qu'il a constaté un arrêt de la respiration, et une hypertension artérielle. Je vous rappelle aussi que toute HTA résistante à 3 antihypertenseurs doit vous faire rechercher un trouble respiratoire du sommeil. C'est une des causes des résistances aux antihypertenseurs. Et BANG, ça veut dire BMI supérieur à 35, obésité, âge supérieur à 50 ans, le tour du cou qui est supérieur à 40 cm, et puis le fait d'être de sexe masculin. Vous avez un risque élevé d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil si vous avez au moins 5, bien sûr, de ces critères. C'est téléchargeable en smartphone présent sur Android et également sur iPhone. Et puis, on peut considérer qu'on est aussi à risque de syndrome d'apnée du sommeil élevé lorsque vous avez un stop 2 avec le sexe masculin ou une obésité, ou éventuellement un tour du cou qui est supérieur à 40 cm. Donc vous pouvez utiliser le STOP-BANG ou vous pouvez également utiliser un deuxième questionnaire qu'on appelle le questionnaire de Berlin. Ils sont tous téléchargeables et facilement utilisables. Le questionnaire de Berlin, c'est vous allez poser des questions au patient et vous lui posez est-ce que vous ronflez, quand est-ce que vous ronflez, combien de fois vous ronflez et bien sûr à côté de ça, est-ce que vous avez par exemple remarqué que vous faisiez des pauses dans le sommeil? Et dans la deuxième catégorie, eh bien, on regarde est-ce que oui ou non, c'est plusieurs fois par jour, est-ce qu'il y a aussi cette notion de somnolence diurne? On va considérer le poids du patient, donc on calcule l'IMC, le sexe masculin, et on va considérer qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil qui est présent lorsque vous avez au moins 2 catégories qui sont positives. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous avez dépisté le syndrome d'apnée du sommeil, soit par le STOP-BANG, soit éventuellement par le questionnaire de Berlin, eh bien, il va falloir référer le patient. Alors, ce patient va être référé s'il n'a que le syndrome d'apnée du sommeil. On va être référé, par exemple, chez un pneumologue qui va lui faire une polygraphie. S'il y a ce syndrome trouble du sommeil, apnée du sommeil, associé à d'autres choses, les mouvements anormaux, un trouble du rythme, une insomnie, à ce moment-là, eh ben, il vaut mieux utiliser une polysomnographie. Alors, ce sont des noms barbares, mais en fait, je vais vous montrer. Donc, actuellement, tous les CHU sont équipés et également, vous avez des sociétés qui peuvent se déplacer en ville. Vous pouvez, vous aussi, apprendre à manipuler ce genre d'appareil pour pouvoir faire le diagnostic. Donc la polygraphie ventilatoire et j'allais dire l'appareillage de diagnostic de première intention. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Le patient il dort, on mesure sa saturation, on mesure
avec son débit d'oxygène. Il a un actimètre, c'est un petit brassard qui va mesurer la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque. Et puis, il a des sangles qui mesurent l'amplitude de son thorax lorsqu'il respire, parce que dans l'hypopnée, eh bien, vous avez une diminution de 30% de l'ampliation thoracique avec une désaturation à 4%. Et la différence avec la polysomnographie, c'est que la polysomnographie, elle permet également d'évaluer tout ce qu'il y a au niveau neurologique. Le clignement des yeux, est-ce qu'il a les yeux ouverts, et également le mouvement de la tête. Et tout ceci peut se faire aussi en ambulatoire, chez soi, chez le patient. En particulier, si le patient, éventuellement, il est alité, ne peut pas se déplacer, vous avez des sociétés qui peuvent se déplacer chez le patient pour faire ce genre, bien sûr, de diagnostic. Alors, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce genre de tracé un peu barbare que les pneumologues connaissent bien et que les neurologues également connaissent bien. Alors, on va visualiser l'apnée obstructive. Et donc, à ce moment-là, on voit qu'il y a des pauses chez le patient, l'arrêt de respiration avec une désaturation. Dans certains cas, on fait le diagnostic d'apnée centrale, c'est-à-dire que le problème n'est pas respiratoire, mais que c'est un problème neurologique au niveau des centres qui est responsable du sommeil, qui empêche la respiration chez le patient. Dans certains cas, on voit qu'ils ont des apnées mixtes, et centrales et obstructives. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut également, bien sûr, diagnostiquer l'hypopnée. Dans certains cas, la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil, on appareille les patients lorsqu'il y a un problème des voies aériennes supérieures en mettant des orthèses. Et avec la 3D, actuellement, on est capable de faire des orthèses et des prothèses qui sont très adaptées. Comment on traite le syndrome d'apnée du sommeil? Alors, la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil, c'est à partir... En réalité, on prend en charge le sommeil, comme on l'a dit, avec les mesures hygiéno du sommeil, mais surtout, il va falloir, lorsque ce syndrome est très sévère, et il est considéré sévère lorsque le patient fait énormément d'hypopnée ou d'apnée au cours de l'heure, plusieurs fois au cours de la nuit. Et en pratique, il y a un scoring, c'est-à-dire un rapport entre le nombre d'apnées et d'hypopnées. Et globalement, les différentes sociétés savantes disent qu'au-delà de 30, apnée sur hypopnée, eh bien, il faut appareiller les patients. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, le pharynx est complètement collabé et ne peut pas s'étendre pour permettre la rentrée de l'air. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre une pression positive au niveau des voies aériennes supérieures pour faire entrer l'air de force. Et c'est ce qu'on appelle, bien sûr, la ventilation à pression positive, avec des appareillages qui doivent être en continu et qui sont, bien sûr, permanents chez les patients. Donc, on a vu l'insomnie, on a vu le syndrome d'apnée du sommeil et on voit également ce qu'on voit chez les sujets âgés, c'est les mouvements anormaux. Essentiellement, le syndrome des jambes sans repos et puis les mouvements périodiques des jambes. Le premier message à faire passer, c'est qu'il faut chercher systématiquement une anémie par carence en fer. Et des fois, une carence martiale sans anémie. Il faut également rechercher une insuffisance rénale chez le patient et la consommation, bien sûr, des effets secondaires de certains médicaments comme les antipsychotiques et les inhibiteurs de recapture de la sérotonine ou qui peuvent se manifester par ce genre de mouvement. Donc rien qu'à l'interrogatoire, on fait le diagnostic où le conjoint nous dit que le patient n'arrête pas de bouger. Comment on peut traiter le syndrome des jambes sans repos? Eh bien, c'est de donner des agonistes dopaminergiques. Ce n'est pas vous qui le donnez, puisque la fenêtre thérapeutique des agonistes dopaminergiques, elle est très très étroite. Par conséquent, c'est réservé aux neurologues. Très rapidement, on peut avoir des effets secondaires à type de somnolence et d'hypotension orthostatique. Et puis, le mouvement périodique des jambes, lorsqu'on fait la polysomnographie, on voit bien sûr, on identifie bien que le patient va bouger. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu sur le rapport qu'il y a entre les troubles du sommeil et maladies neurodégénératives. Et j'ai commencé tout à l'heure en disant qu'effectivement, les troubles du sommeil entraînent une augmentation du risque de maladie d'Alzheimer. Sur le plan physiopathologique, il n'y a pas encore d'explication. Cependant, on constate que lorsqu'ils sont présents, les troubles du sommeil sont associés statistiquement à une augmentation du taux d'Alzheimer et, bien sûr, sont présents également dans la maladie de Parkinson. Le problème dans la maladie d'Alzheimer, c'est que vous avez une dégénérescence du noyau central. Et là, il n'y a rien à faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la bonne hygiène du sommeil. Essayez autant que possible d'utiliser la chronothérapie, puis également l'approche thérapeutique cognitivo-comportementale. En ce qui concerne la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy, eh bien, les troubles respiratoires
sont également fréquents, mais surtout aussi tout ce qui est mouvements anormaux. On sait que chez le Parkinson, ils sont très rigides. Lorsqu'ils utilisent la dopamine, il y a des effets en fin de dose, il y a des dyskinésies. Au cours du sommeil, les patients deviennent rigides et ils se réveillent. Et donc, ce qu'il va faire, bien sûr, c'est traiter activement cette maladie de Parkinson par la dopamine pour pouvoir le relâchement du patient et lui permettre éventuellement, bien sûr, d'accéder à la phase de sommeil paradoxal qui lui est bien sûr important. Aussi, on le sait, le rôle est important. C'est la prévention des chutes, des coups et blessures. Lorsque le patient est dort, en fait, il vit réellement son rêve lorsqu'il est parkinsonien et il a tendance, bien sûr, à avoir des blessures. Donc, j'ai bientôt fini. En fait, je vous résume ici quelles sont les indications habituelles d'une exploration du sommeil. Donc, en pratique, on va faire une exploration du sommeil dès que vous avez un trouble respiratoire de type syndrome d'apnée du sommeil, lorsque vous avez des troubles du comportement nocturne avec des parasomnies ou un syndrome des jambes sans repos qui résiste au traitement classique, lorsque vous avez des patients qui s'endorment tout le temps, en particulier à la recherche d'une narcolepsie, et puis, bien sûr, lorsque vous avez une insomnie qui est sévère et qui a résisté au traitement ou où le patient est bien sûr dépendant des benzodiazépines. Donc en conclusion, c'est une plainte fréquente chez le sujet âgé et c'est le sujet très âgé. Et en particulier aussi chez notre population et vous êtes au premier plan dans le dépistage et le diagnostic de ces troubles du sommeil. Ces troubles du sommeil altèrent les fonctions cognitives, altèrent les fonctions somatiques et psychologiques du sujet âgé. Et devant un trouble du sommeil, il ne faut pas oublier d'aller chercher une affection organique, une dépression, une anxiété masquée, ou éventuellement aussi une maladie neurodégénérative. Et bien sûr, savoir respecter les prescriptions des benzodiazépines et des hypnotiques est indispensable si on veut lutter contre le fléau de la dépendance. Et je vous remercie. Bravo, excellent exposé de Madame Bourqiya Marim. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? 2 ou 3 questions. Je profite de l'occasion d'avoir l'honneur d'être membre avec le professeur Bourqiya dans la Société marocaine de gériatrie et gérontologie, présidée par le professeur Mohamed Mouna. Alors, la question... Pardon. Merci, donc, professeur. Pour le syndrome des jambes sans repos pendant la nuit, on l'observe chez les jeunes. Oui. Est-ce qu'on peut explorer le sommeil chez ces jeunes? Oui, bien sûr. Donc il faut. Mais cherchez la carence en fer. C'est très fréquent chez les jeunes femmes. La carence en fer. La ferritine, oui, elle baisse, même sans anémie, chez ces patients, et la correction du taux de fer améliore les symptômes. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? S'il vous plaît, si on a à prescrire un médicament pour l'insomnie chez le sujet âgé, est-ce qu'on peut prescrire l'hydroxyzine, le taraxate chez le sujet âgé? Oui. Oui. Oui, bien sûr. C'est un anxiolytique. Et en général, lorsque vous trouvez éventuellement un trouble du sommeil avec une anxiété, il faut traiter cette anxiété pour favoriser, bien sûr, la récupération du sommeil. Donc la réponse, elle est oui. Maintenant, est-ce que l'association des deux, il faut faire attention aux interactions médicamenteuses. Et à ce moment-là, il faut privilégier en premier lieu, d'abord tout ce qui est, comme j'ai dit, les mesures d'hygiène du sommeil. Ensuite, s'il y a une anxiété, traiter d'abord l'anxiété avant la prescription de la benzodiazépine. La dernière question. Merci. Donc, moi, j'ai une question à propos de 2 malades âgés. Je pense l'un 70-75 ans et l'autre plus de 80 ans. Ils étaient les deux sous tramadol et la codéine. Est-ce que la codéine et le tramadol donnent une insomnie? Parce qu'ils dorment mal. Et je les ai envoyés chez des psychiatres pour essayer de revoir la chose, mais ça n'a rien donné. Est-ce que la tramadol et codéine donnent l'insomnie, surtout chez les personnes âgées? J'ai une question à vous poser, c'est pourquoi ils ont le tramadol et la codéine? C'est qu'ils sont douloureux. Oui, le premier, c'était un problème de néo. Le deuxième, c'était des coliques néphriques à répétition et leurs médecins les ont prescrits. Moi, je me rappelle de ces 2 cas parce que quand même, ça remonte à 2-3 mois. C'est multifactoriel.
Alors, on sait que la codéine, elle a tendance à donner de la somnolence, surtout chez les sujets âgés. Après, si le patient âgé a une somnolence diurne à cause de la codéine, le soir, il va pas dormir, il va être en insomnie. Le tramadol, pas à ma connaissance, n'a pas d'effet secondaire en ce qui concerne l'insomnie, mais je pense que peut-être la pathologie sous-jacente, elle intervient dans le maintien éventuellement de ce trouble du sommeil. Merci Madame le professeur. Alors, je tiens à vous remercier au nom de toute l'assistance. Et s'il vous plaît, Madame Bokia, restez avec nous, montez chez nous.